Merci bien, messieurs. Un autre sujet dans ce débat, c'est l'opération de la DGSP contre les bébés noirs. Messieurs, comment évaluez-vous cette opération dans son ensemble? Guy Benoît de Victor. Ah, vous commencez par moi? Oui. C'est bien. J'avais appelé de tout mon vœu l'intervention de l'État pour éradiquer le fléau bébé noir. Je l'ai fait sur vos plateaux et partout où l'opportunité nous est donnée. Nous avions décrié ce phénomène-là. Nous avions appelé à l'intervention de l'État. Nous avions demandé à ce que le président de la République prenne ses responsabilités de deux bras. Nous l'avons demandé. Aujourd'hui que l'opération est enclenchée, on ne va pas se dédier. On ne va pas se dédier. Moi, je ne peux pas me dédier. Vous comprenez? Parce que ce phénomène-là a endeuillé beaucoup de familles. Ces gens-là ont causé du tort. Quand vous prenez à des heures comme ça, nous faisons des émissions chez vous. Vous savez qu'en repartant à la maison, ce qu'on peut vivre. Vous voyez? Donc, c'est normal qu'un État sérieux mette de l'ordre. Bon. Le reste, c'est après. Moi, je crois que je suis pour cette opération-là parce que j'ai constaté, partout où je passe, il y a à calmer. Malheureusement, en venant ici, derrière la télé, les bébés noirs, en pleine journée, ont failli assassiner un jeune homme à qui ils ont ravi le téléphone. Derrière la télé. Aujourd'hui même, ils ont fui en bas vers Saint-Denis. C'est aussi l'indice que je donne. Ils ont fui en bas. Et si on vérifie dans le cas, les gens vont leur dire, heureusement, ils ont justement les lames gilettes. Quand je venais ici. Donc, vous voyez, ce n'est pas une bonne, c'est pas un bon fléau. Bébé noir, Koulouna. Mais je disais, tout le reproche que je fais, c'est qu'on a pris trop du temps. Ça fait combien d'années que nous parlons de cela? Depuis 2012. Depuis 2012. Votre média n'existait pas encore. On était à MLTV, CP+, Top TV. Partout nous passions, nous parlons de Sadir. 2012 jusqu'à 2025, ça fait combien d'années? On y arrive en 2025. Après plusieurs dégâts. Vous comprenez? Nous parlions. Mais on a bouché les oreilles. Est-ce que l'intervention là, c'est pas parce que ces gars-là ont dû faire du mal à quelqu'un de proche? Peut-être que c'est à cause de ça. Est-ce que c'est pas parce que on apprend, il y a autre chose derrière ces mouvements-là? Parce que ça fait longtemps qu'ils sévissent. J'ai dit quelque part que nous avons vu venir ce phénomène-là. Mais ça a commencé en face. N'est-ce pas? Les Koulouna. Mais chez les autres, de l'autre côté de l'extrême nord, mais il y a eu les katakata. On savait que ces gens-là étaient poursuivis. Venez vers ici. Malheureusement, l'État qui n'est pas provisionné a laissé faire. A laissé naître ces groupes-là. Ils ont créé beaucoup de désolations dans les familles. C'est pourquoi, tu vois, la population congolaise, apparemment, est contente. Applaudit. Même selon de quelle méthode ou la méthodologie utilisée. Ça, c'est autre chose. Mais pour l'opération, si c'est pour éradiquer réellement ce mal, bravo. Brony Fortuna. Mais ah non, j'allais dire, nous soulignons aussi la faiblesse de la police à cette époque-là. Nous soulignons cela sur vos plateaux. Nous parlions de ce que vous n'étiez pas encore né. Il n'y avait pas de policiers tristement célèbres dans ce pays. Vous vous rappelez? Parce que les policiers aujourd'hui étaient... Il y a des policiers qu'on a attrapés comme étant braqueurs, extorqueurs de fonds, qui faisaient les booms à l'étranger. À cette époque, nous avons parlé. Aujourd'hui, avec l'intervention de la garde républicaine, on nous donne raison ou pas? Ça veut dire qu'ils viennent là de constater, de démontrer aux yeux de tous que la police est faible. La faiblesse de la sécurité publique. N'est-ce pas? Et ça, c'est acté par le gouvernement. Malheureusement, il ne communique pas non plus. Heureusement, il n'y a pas un texte qui dit que c'est XY qui a donné les ordres pour qu'on fasse cela. Mais là, ils ont démontré, ils ont mis à nu la faiblesse de la sécurité. Mais moi, je pense que ce n'est pas la sécurité, c'est aussi encore la faiblesse de l'État. C'est la faiblesse de l'État. Brony Fortuna. Oui, après, il faut savoir que les ennemis d'un État ne viennent pas toujours de l'extérieur.
Parce que ses propres citoyens, les propres compatriotes peuvent un jour, d'une manière ou d'une autre, devenir les ennemis dans leurs propres États. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les bébés noirs, pardon, qui sont devenus vraiment les ennemis De la République. de la République. Vraiment, il faut le dire, parce que je suivais encore ce matin une vidéo où quelques-uns se retrouveraient à Kinshasa, si c'est de la manipulation ou pas, mais qui se targuent et qui narguent même la DGSP, que nous sommes ici, venez nous chercher, on verra, et des choses comme ça. Ça veut dire que finalement, eux, ils ont constitué ce groupement. Ils deviennent en réalité, ils sont conscients d'une manière ou d'une autre de ce qu'ils font. Ils se sont donné les missions, mais précises, devenir ce qu'ils veulent devenir, ce qu'ils sont devenus, tuer, mais vraiment tuer. Il peut y avoir aujourd'hui la main noire. C'est possible que finalement, qu'il y ait véritablement un grand maître de gang qui organiserait ces bébés noirs d'une manière ou d'une autre, parce que ils sont pas nés du hasard, ces gens. C'est vrai qu'il y a quelques années, on parlait des bandits, ça existe un peu partout, mais tel que c'est structuré, à un moment donné, on peut s'interroger, mais qui est derrière ce phénomène? Est-ce la pauvreté? Est-ce le chèque des politiques de jeunesse dans le pays? Est-ce que le chèque de politique, l'absence de politique d'intégration, de réintégration des jeunes? Est-ce que c'est le système éducatif qui pose problème? Ou encore les hommes politiques, d'une manière ou d'une autre, qui seraient derrière ces organisations? Parce que c'est aussi possible, parfois il faut créer un peu la psychose, il faut créer la peur d'une manière ou d'une autre. Ou encore, est-ce que l'on regrette aujourd'hui d'avoir laissé ce phénomène évoluer? 2012 à aujourd'hui, ça fait 13 ans. En 13 ans, le gouvernement congolais, l'État congolais n'a pas été capable, dans une petite ville comme Brazzaville, qui peut être avalée plus d'une fois par Kinshasa, le gouvernement n'a pas été capable d'arrêter net ce phénomène, alors que depuis 13 ans, Guy Benoît l'a dit, nous avons sonné les sonnettes, on a tiré les sonnettes à l'âme dans ce pays. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quoi? C'est la conséquence, sinon les conséquences de l'absence des vraies politiques du gouvernement. C'est la démission du gouvernement vis-à-vis de cette situation-là. Depuis ça fait 4 ans, 5 ans ou plus, on a vu le président de la République interpeller les parlementaires, le gouvernement. Arrêtez-moi ce phénomène de bébés noirs. Arrêtez, oui, Aubéville, on construit Aubéville. Ils nous ont présenté Aubéville comme c'était la solution viable, durable à ce phénomène. Mais aujourd'hui, avec la finition de travaux, nous constatons qu'Aubéville ne peut accueillir que 400 jeunes. Mais lesquels? Est-ce que les criminels qui ont tué vont directement aller là-bas? Ceux qui sont jugés, comment on fait le tri? Alors qu'ils se sont développés, ils sont plusieurs aujourd'hui, on parle près de 7000 voire plus. Donc ça veut dire que même Aubéville, qui a été vanté pendant des années comme la solution idéale, ne peut pas constituer la solution définitive à ce phénomène. Donc jusqu'ici, le gouvernement n'a pas trouvé, après 13 ans, une solution pour finir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Vous ne pouvez plus dans vos propres quartiers, même devant votre propre parcelle, la journée comme la nuit, respirer de l'air, dire bon il fait chaud dans la parcelle, je reste devant chez moi, prendre l'air pour quelques minutes ou discuter avec le voisin. Quand vous discutez avec le voisin, vous devez regarder à gauche et à droite parce qu'ils sont partout. Même quand vous dormez la nuit. Vous dormez, une oreille doit être dehors, et qu'est-ce qui se passe? On n'est plus tranquille. Vous avez peur de rentrer chez vous. Ils sont comptés les crimes qu'ils ont commis dans ce pays. À un moment donné, face à la démission du gouvernement, laissez donc les hommes en uniforme régler cette affaire à leur manière. Mais il fallait quand même qu'on arrive à ça. Il fallait qu'on arrive à ça. Docteur, vous êtes d'avis? Bon, ben écoutez, nous avons tous ici des mauvais souvenirs de ces banditismes urbains qui sévit dans cette ville, dans notre pays, depuis les co-pandistes l'ont dit, depuis 13 ans. Vous vous en souvenez de mon frère, François Ducousin, ça n'existe pas dans nos langues, étudiant en Master 2. Van Ibarra qui avait été amputé de son pied, assassiné. Et le pied traîné partout. Le pied traîné partout. Vous imaginez la douleur de cette famille-là?
Cette dame enceinte qu'on a inventée. Beaucoup de victimes. Donc, aujourd'hui, si cette opération est approuvée par les Congolais, Wende, Talangaï, vous avez même certains parents qui dénoncent leurs propres enfants, c'est parce que les gens en avaient marre. On peut discuter des méthodes, mais il fallait agir. Il fallait agir parce que le danger guettait pratiquement tout le monde. Ils sont sur les motos, ils sont sur les taxis, votre confrère, Obargui. Ouais. Ouais, ben oui. C'est un chauffeur, un taximan. Ouais. Qu'il a agressé à, je sais pas, à 01, le viaduc, qui prend un taxi. Il a été voilà. agressé à deux reprises. Deux reprises. On aurait pu perdre un journaliste comme ça. Donc, l'opération est salutaire et ils ont mon soutien. Puisque les gens disent, bon, depuis que ça a commencé, vous ne parlez pas. Ils ont mon soutien. Ils ont mon soutien. Maintenant, il faut se poser la question. Et après? C'est l'après. Pendant combien de temps nous allons garder la DSP, la DGSP. La DGSP, excusez-moi. J'ai certainement le truc de Mobutu. Alors, la DGSP sur le terrain. Est-ce que quand ils viennent sur le terrain, ils sont mobilisés sur le terrain, ils ont des primes? S'ils ont des primes, ça va coûter combien à l'État congolais pendant combien de temps? Est-ce que nous parviendrons à éradiquer ce phénomène avec cette méthode? Deuxièmement, vous avez suivi parmi ces bandits, nous avons, sur la RDC, nous avons les Centrafricains qui ont reçu leur Ils ont toute l'organisation. Exactement. Inter-État. À partir de quel moment nous allons sécuriser nos frontières pour que ceux qui sont partis de l'autre côté ne reviennent plus? Vous vous en souvenez? En RDC, nous avons organisé l'opération de Kofi. Ils sont venus ici. Ils sont venus ici. Oui. Quand on organise Bata Bokolo, ils sont repartis là-bas. Et après, ils sont revenus. Puisqu'il y a des étrangers dans les bébés noirs. Même les motos qui sont sur les motos et tout. C'est eux. Les motos ont disparu dès que l'opération a commencé. Mais il faut se poser des questions. Est-ce que ça va durer pendant combien de temps? Moi, je ne partage pas l'avis de ceux qui pensent que il y a le droit de l'homme, il y a tout ça qui est là, il faut respecter le droit. Oui. Mais si nous sommes arrivés là aussi en partie parce que nous avons les systèmes répressifs et les systèmes judiciaires qui ont failli. Il faut le reconnaître. Comment on peut résoudre les problèmes par le droit dans une société où le droit a failli? Comment est-ce qu'on peut faire recours au droit dans une société autoritaire? Voilà la contradiction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que du point de vue du côté du gouvernement, on continue de faire le bricolage. On fait du bricolage, vraiment du bricolage. Ouais. Parce que, vous le disiez ici, on nous a chanté Aubeville comme la solution idoine. Ça a duré combien d'années avant qu'on y arrive? Voici le gouvernement Makosso qui va arriver à sa fin, puisque nous sommes à moins d'une année de l'élection présidentielle. 7 mois apparemment. 7 mois ou 6 mois par là. Alors, si nous prenons 5 ans pour construire ces lieux-là où on va héberger, et on n'en a construit que 400. 400 places. 400 places, oui. Oui, 400 places, oui. Comment est-ce que nous allons faire avec les autres? Est-ce qu'on va continuer à tuer? À un certain moment, on va se lasser. Ils peuvent aussi faire ce qu'on appelle un repli tactique. Ouais. C'est-à-dire disparaître pour un moment pour se reconstituer et devenir plus fort. Plus fort, oui. Et il faut éviter, j'ai dit ça sur ce plateau, la haïtisation de notre pays. Il faut éviter ça. Bon, selon certaines sources, nous avons appris, on dit sur les réseaux sociaux, que certains bébés noirs seraient armés. Oui, non, mais c'est vrai. Bon, s'ils sont armés, qui leur a donné les armes? Et dans une année, 2 ans, ils ne vont pas se constituer vraiment en termes de rébellion. Voilà. Et faire face, c'est là où je parle de laïcisation. Donc, si aujourd'hui l'opération est saluée par de nombreux compatriotes, y compris moi-même, il faut penser à la préopération. Mais nous avons... Penser à la préopération en faisant quoi concrètement? C'est là où j'arrive. Nous avons 2 types de résolution de crise ou de conflit. Et là, avec le bébé noir, c'est une crise sécuritaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons des mécanismes opérationnels. C'est ce qu'ils font là.
nous avons le mécanisme institutionnel. Il faut penser à insérer ces enfants. Certains pensaient qu'on devait les envoyer dans l'armée. Vous avez vu que même les militaires qui commettent les qui par ici par-là, Alain Obambe qui vient du parti, on a dit il y a les militaires qui sont dedans. Donc il faut créer ces centres-là, alors les multiplier pour les convertir à un métier. Je prends Kassem. Bon, on dit que je ne fais jamais de proposition. Voilà. On peut transformer ces enfants comme une main-d'œuvre agricole. Ils produisent le maïs, par exemple. On se dit un domaine, bon, on va faire le maïs, on les utilise comme main-d'œuvre agricole. Dans 5 ans, on aura, dans une année, puisqu'on peut faire le maïs avec le changement climatique, on peut faire 4 saisons. 4 campagnes de maïs en une année. Et à partir de ça, on pourrait avoir atteint ou bien avoir les dividendes de ce banditisme-là. C'est-à-dire vous les transformer en force productive. La RDC, on a fait. Moi, j'ai un ami qui est à la barre, qui a mené ce projet-là de bout en bout. Ils en ont fait. Nous, on peut le faire. On peut aller même au-delà. Et éviter que ceux qui sont des enfants, qui ne sont pas encore arrivés à cet âge-là, arrivent par voie d'imitation, à devenir des futurs bébés noirs et des futurs colons. Sécurisons nos frontières. Les centres frontières qui sont arrivés ici, il n'y a plus la guerre là-bas. Pourquoi vous les gardez ici? Pourquoi on les garde ici? Il n'y a plus la guerre chez eux. Les Aïrois qui sont ici, excusez-moi, sur la RDC, comment on les appelle, ils sont ici. Ils traversent, ils viennent comme ils veulent. On ne peut pas toucher. Mais comment voulez-vous sécuriser notre pays et les politiques publiques? Parce qu'il faut dire que tout ça, c'est l'échec des politiques publiques qu'on a initiées dans ce pays. On peut tout dire, on reviendra là. C'est l'échec des politiques publiques. Ouais. Parce que tous les projets initiés ont échoué. Oui. Ça échoue pourquoi? Parce que les gens détournent cet argent. Parce que quand vous voulez vivre au-delà de vos moyens, vous prenez forcément ce qui revient à autrui. Ouais. Et ils prennent ce qui revient au peuple pour satisfaire leur libido. Mais est-ce que la pauvreté serait l'une des causes? Je dis la politique publique, c'est pas forcément la pauvreté. Hein. Moi, la pauvreté, l'une des causes, ben, je crois que il y a beaucoup de pesanteurs. Beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs, pardon. Il y a beaucoup de facteurs. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de causes qu'il faut souligner. Mais tout tourne autour de l'échec des politiques publiques. Parce que si aujourd'hui, un homme en uniforme, un militaire, un policier, qui a déjà son salaire, qui est recruté, continue à tuer les gens, ça veut dire qu'il y a un problème de formation à la base. Culturellement, qu'est-ce qu'on enseigne à l'école? Quelle est aujourd'hui l'identité culturelle qu'on donne aux enfants dès le bas âge? Comment on éduque nos enfants? Quand ils sortent de l'école, c'est le docteur Blanc-Constant Barapéa qui me fait souvent ce reproche-là. Il dit, mais comment est-ce qu'à la maison, vous parlez en français à vos enfants? Comment comprendront-ils vos cultures, vos us et coutumes, comment vous fonctionnez? Il y a d'abord ça, l'absence de cette politique culturelle. On ne sait pas quelle est notre identité. Avec les frontières culturelles qui sont brisées. Avec la mondialisation. On regarde tout à la télé. Qu'est-ce que nos chaînes au niveau local proposent? Que propose Télé-Congo? Que proposent les chaînes locales? Qu'est-ce que le gouvernement met à la place publique? Vous avez aussi l'injustice sociale. Oui, ça peut être l'une des causes. Si le recrutement ne se fait pas d'une manière équitable. Aujourd'hui, lesquels sont recrutés à la fonction publique? Comment sont-ils recrutés? On offre les bourses à qui pour aller à l'étranger? Quand les enfants des chefs, des ministres sont privilégiés, étudient à l'étranger, les autres ici dans les écoles et qui sont parfois mal équipés. Et quand ils échouent là-bas, voilà. Ils occupent les postes ici. Dites-moi, est-ce que vous imaginez ce que ça peut provoquer dans un État? Quand vous avez rêvé d'être comme Eto'o, mais vous ne pouvez pas y arriver parce que vous n'avez pas les mêmes chances que les enfants des autres. Donc, quand on regarde de fond en comble, on se rend compte que finalement, gouvernement après gouvernement, nous n'avons pas reçu dans ce pays-là à mettre en place une vraie politique pour éduquer la jeunesse, pour orienter la jeunesse. Ce qui est malheureux, c'est quoi? C'est que l'année de la jeunesse, c'est 2025, là. Qu'est-ce qu'on assiste à quoi? On assiste à quoi? Aujourd'hui, là, on assiste à quoi? Au tuerie. Maintenant, est-ce que vous savez l'impact psychologique que l'on a subi depuis le 4 juin, d'abord le 5 juin 97. Après, nous avons connu le 12 mars, le 4 mars.
Est-ce qu'il y a eu une politique pour traiter psychologiquement les gens qui ont subi ces atrocités, qui ont subi ces traumatismes jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous savez que ça peut détourner un enfant? Est-ce que vous pensez qu'un enfant, pour avoir vécu ou avoir vu sa mère être tuée, peut devenir un rebelle un jour? Ou même dans le ventre, avoir subi les traumatismes? Comment vous l'éduquez? Donc, il y a tous ces facteurs qu'il faut regarder. L'après-opération des GSP, même si on peut la pérenniser par un état d'urgence, ce ne sera jamais la solution idoine ou définitive à ce phénomène. Puisqu'on ne peut pas accepter de tuer 500 jeunes, 1000 jeunes, on va se retrouver comment? Alors que certains sont rattrapables. Voilà. Donc, à un moment donné, on pourra plus continuer. Et même si on attrape tout, on les met où? Puisque la justice ne fonctionne pas. Le verre est toujours dans le fruit jusqu'à aujourd'hui. Et le fruit de la justice. Oui. On les loge où? Au Béville. Sur quoi le gouvernement compte là? On n'a que 400 places. Ouais. Donc aujourd'hui, l'échec est patent. L'opération est louable. Mais l'après là, peut-être que le prochain président qui arrive, ou le prochain projet de société qui arrive. C'est pas le même. Mais non, je parle là maintenant du prochain projet de société. Peut-être on va mettre en place une vraie politique pour accompagner les familles qui n'arrivent pas à éduquer, qui n'arrivent pas à scolariser. Parce que vous avez le père et la mère qui sortent chaque matin, qui reviennent le soir. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et ils suivent n'importe quoi à la télé. Et ceux qui n'ont pas la télé vont chez les voisins ou ils sont dans la rue. Et il faut penser à une politique de l'accompagnement des familles. C'est pas l'Issungi dont on parle. L'Issungi, c'est quoi? C'est le bricolage. C'est du bricolage, l'Issungi. Pensez à l'accompagnement des familles Guépin de Victor, vous êtes d'accord? Ah oui, attends, madame. C'est ça. Les copainalistes ont déjà dit ce que je dis. Je parle encore de l'état prévisionnel. Il faut qu'il y ait des prévisions. Regardez, le président a parlé de l'année de la jeunesse. On a dit que bon, quand on arrive à la fin, on prolonge. Donc elle est flexible. Mais c'était quelle politique? Qu'est-ce qu'on avait prévu pour cette année-là? Le slogan là, année de la jeunesse. L'emploi des jeunes. C'était pour faire quoi? 100 000 emplois. On les employait où? C'est où? Fortunément, on les employés où? Oui, on les employait où? Répondez. Qu'est-ce qu'on avait prévu? Je ne suis pas membre du gouvernement. Voilà. Donc, vous voyez. Et ça, c'est hasardeux. C'est encore des slogans. C'est hasardeux. Un État doit avoir des prévisions. Quand le président a dit année de la jeunesse, ça veut dire qu'on connaît les tenants et les aboutissants. On commence là, on va les amener là, on les insère là. On met les mécanismes en marche. Mais voilà. Oh là. Ça va faire 2 ans, on ne sait pas où. Si c'est noté seulement au Béville là, 400 places. Au Béville finit la 2e année. Hein? Ça va être inauguré, semble-t-il, en décembre. Ah, voilà. C'est à la fin de la 2e année. Parce que le président a décrété ça. Pendant que le budget a été voté l'année passée, il dit année de la jeunesse. Bon, je voulais dire que c'est toujours l'échec de l'État. L'État n'a pas de vision. Or, un État doit avoir une vision. Je dis, tous ces programmes-là, nous n'avons pas de centres pénitentiaires. Nos centres pénitentiaires sont devenus pléthoriques. Et il y en a combien d'ailleurs? Comment un État, 65 ans après, n'a pas de politique de réinsertion, d'éducation? Hier, les prisons là servaient à éduquer. Il y a des enfants qui sont allés là-bas, qui sont sortis, devenus menuisiers, devenus, c'est pas ceci. Même les hommes d'affaires ont été formés à la maison d'Arel. Moi, je connais. À la sortie, à l'issue du procès de Ngwabi, il y en a qui sont rentrés en prison, mais il y a des gens qui n'avaient pas de qualification vraie, mais quand ils sont sortis, ils sont devenus des grands hommes d'affaires aujourd'hui. Quand je parle, ceux qui savent l'histoire, savent. Ils sont devenus des grands hommes d'affaires ici. Nous sommes presque à la fin de notre échange. Mais c'est pour dire que cette opération-là, elle est saluée, mais, la presse, ça serait quoi? Comment faire? Est-ce qu'on va tuer tous ces jeunes gens-là? On va les tuer donc tous les jours. Même si on est d'accord. Hein? Même si on est d'accord avec eux. Mais comment ça va se passer? Il faut que le gouvernement anticipe déjà. Mais il faut que le Parlement s'en saisisse
pour demander des comptes au gouvernement. Qu'est-ce qu'on va faire après? Parce que sinon pas, on va revenir sur les mêmes choses. Il faut retirer le verre du... Le verre là, le fruit là, moi je demande, il est toujours en haut ou il est déjà en bas? Le fruit là. Bon, une La question. justice, il faut faire la justice. Il faut rééduquer, reformer les policiers, la gendarmerie, c'est eux qui devaient faire. Parce que la plupart de ceux qui sont là, c'est les rebuts de la justice. Ils sortent sous quel? Ils sortent comment? Ils sortent. Il y en a qui rentrent 2 semaines après. Bon, voilà, les gens qui sont gardés à la Tchémé, enfouis. Alors, où il y a la police? Vous avez vu le mur qui est là, à la Tchémé, là, à la fin de cette là. Ils ont escaladé le mur là. Comment? Donc, je crois que si le gouvernement ne prend pas après le corps ce problème-là, mon frère, ma soeur, on va revenir ici et ça serait un coup d'épée dans l'eau et après, on n'aura que les yeux pour pleurer. On n'aura que les yeux pour pleurer. Une dernière question pour mettre fin à notre discussion de ce soir. Je commence par vous, le docteur. C'est quoi la question? La question, quelle solution? Ben, écoutez, je crois avoir énuméré quelques solutions ici. Mais il faut savoir que c'est un problème très sérieux. C'est un problème très sérieux et très complexe. Je continue à dire que ce problème-là est l'échec des politiques publiques. Parce que nous, ce sont nos enfants, les enfants de notre génération. Ce sont nos enfants. Or, nous, les parents, à rapport de ces enfants-là, nous, on a connu une mauvaise insertion. Vous vous en souvenez, ceux qui sont, nous qui sommes de la génération 70 et 60, légèrement 65, les enfants sont pour la plupart nos enfants. Oui. Mais quand nous arrivons dans les années 80, où nos aînés qui sont nés dans les années 60 avaient déjà 15 ans, 16 ans, ou 20 ans pour certains, il y a eu des problèmes structurels où nous sommes allés au FMI. Il y a eu les jeunes de recrutement. La situation sociale est catastrophique. Pendant ce temps, on n'a pas arrêté à faire les enfants. les années 80, 90, 2000, et quand nous qui avons aussi dans les années 70, quand on arrive dans les années 2000 avec tout ce que le pays a connu, les guerres et tout ça, on est mal inséré, on fait les enfants, il y a la guerre qui arrive, vous parlez tout à l'heure, mais vous savez que dans cette période-là, quand il y avait la milicisation de notre pays, on tire, vous voyez les enfants de 5 ans, 17 ans, venir applaudir. Mais ça n'a pas échappé. Aujourd'hui, si on a maintenu autant de mono, le mérite du mono, c'était de maintenir l'ordre. Mais parce qu'il y avait des appareils de socialisation. Par exemple, nous avons la loi du pionnier et le MNP. Il y avait la socialisation par l'expression des champs populaires. Aujourd'hui, avec la société capitaliste, la mondialisation, papa va au bureau, au boulot, maman doit aller vivre. Bon, maman doit aller vendre. Il n'y a rien. Les enfants sont à l'abandon. Vous prenez les enfants de 2 ans, vous mettez dans les crèches. 3 ans. Papa est ailleurs, maman est ailleurs, vous venez récupérer l'enfant à 17h ou 18h. Qu'est-ce que les enfants font là-bas quand ils sont dans les milieux pour les abandonner chez les voisins? Donc, c'est très complexe comme opération. Je suis en train d'imaginer comment est-ce que nous allons faire pour résoudre. Il faut mener les études sérieuses. Très sérieuses. C'est pas un truc où on va se mettre à la hauteur, on décrète dans un bureau, à l'heure de la jeunesse, on va construire. Vous voyez que même ce que vous avez fait à l'autre, comment vous appelez ça, à Aubéville, on n'a pas sérieusement étudié la question. Non. Vous avez les sociologues, vous avez les anthropologues, vous avez les psychologues. Commandez des études sérieuses. D'ailleurs, nous avons même certains collègues qui travaillent sur la question. Mais, qui lit ces travaux? Personne. Malheureusement. Bruno Fortuna. Oui, mais je me souviens encore, gamin, nous recevions chez nous régulièrement les assistants sociaux qui venaient à la maison pour demander aux enfants est-ce que vous mangez bien, est-ce que vous allez à l'école, qui demandaient aux parents quelles étaient leurs difficultés à éduquer les enfants. Cette politique-là a totalement disparu, a été totalement mise de côté. Pourquoi? Parce que ça permettait à l'État de garder le contact permanent avec la famille et de connaître les difficultés et comment accompagner la famille. Aujourd'hui, il y a des parents qui n'arrivent pas à éduquer et qui ne peuvent pas aussi éduquer parce que les parents eux-mêmes n'ont pas, voilà, sont démunis. Ou encore, ils sont pas des parents exemplaires. Ils ont tellement inséré. Voilà. Donc, ça veut dire quoi en ce moment-là? L'État ailleurs, on récupère l'enfant pour le mettre sous un toit où on peut bien l'éduquer, où l'État prend les responsabilités. Mais le contact permanent famille-État n'existe plus. N'existe plus. Tant qu'on ne va pas revoir ces bases-là, tant qu'on ne va pas revoir ces bases, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce serait des solutions temporaires et ça va revenir et ça va revenir. Il n'y a pas que ça. Il y a la pauvreté.
la pauvreté, comment les gens mangent chez eux. Ceux qui ont des familles nombreuses, vous êtes 10, 30 dans une même maison, vous mangez comment? Parfois, la prostitution avec les mineurs aujourd'hui, le proxénétisme avec les mineurs. Il y a des grandes personnes qui utilisent vraiment les mineurs. Pourquoi? Elles sont exposées parce que ces enfants-là sont pauvres, ils sont pauvres dans leur famille. Ces enfants-là n'ont rien, ils ne vont plus à l'école. Donc, il y a trop de problèmes aujourd'hui qui peuvent constituer des facteurs. L'État doit prendre en compte tous ces problèmes pour que on arrête à la fois les injustices sociales, la pauvreté d'une manière ou d'une autre, et surtout ce phénomène qui devient très grave. Pour moi, ça a dépassé l'étape du banditisme simple. Ça devient vraiment de la criminalité à haut niveau. L'État doit être responsable, Guy Benoît de Victor? Oui, évidemment. L'État est responsable, l'État doit prendre ses responsabilités. Mais surtout encore, je le précise, nous sommes le gouvernement qui est en place là, parce qu'il a une doctrine, c'est la social-démocratie. Il ne faut pas qu'ils oublient cela. Ce ne sont pas les capitalistes. Ils ne peuvent pas nous emmener ici des politiques des capitalistes. Ils doivent prendre en charge. Sur le papier. Mais oui. Les pratiques qui sont loin d'être sociaux-démocrates. Apparemment, ils savent quelle est leur doctrine. Il ne faut pas qu'ils embrassent le capitalisme. C'est eux qui doivent prendre en charge la population, la société. Il faut que l'État s'engage à prendre en charge la société. La société est en errance. La société en errance. De la famille aux enfants. Des parents aux enfants. Il faut qu'ils sachent ça, que c'est leur rôle à eux. C'est eux qui ont dit qu'ils deviennent sociaux-démocrates. Il faut qu'ils le fassent. Parce que aujourd'hui là, avec tous ces jeunes-là, on va les attraper, oui. On va plus les tuer. Mais on va faire quoi avec? On va faire quoi? Il faut y penser déjà. Parce que tu ne portes pas de famille pauvre aussi, oui. hein. Il y a des gens, il y a des enfants, des cadres. Oui, mais ce sont les faits de mimétisme, la contagion sociale. Oui. Il y a ce qu'on appelle la contagion, l'effet de contagion. Voilà. Ces enfants que vous voyez qui sont dans les milieux aisés le font par effet de mode de contagion. Il y en a qui le font même pour se défendre. Ils ont été trop martyrisés. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de rentrer dans un gang pour se protéger. Et ça se passe comme ça dans tous nos quartiers. Vous voyez? Donc, je crois que l'État doit prendre ses responsabilités. On associe les sociologues, les psychologues, les anthropologues. Tout ces gens-là existent là, c'est pour ça. C'est eux qui réfléchissent sur les politiques publiques. L'État les contacte. Et on leur donne la mission. Bon, nous avons telle situation. Comment endiguer? Comment endiguer? Et eux, ils réfléchissent. On propose cela au gouvernement. Le gouvernement met en pratique. Comme ça, on va sauver le pays. Sinon pas, c'est des feux de paille. Merci, messieurs. C'est par vos mots que nous mettons fin à notre débat de ce soir. Merci pour vos analyses et merci à vous, chers internautes de Téléka Média, de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un nouveau débat.